tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes vendredi matin et ça sera un vlog de vacances. Je l'ouvre maintenant, on est le 20 et je ne sais pas s'il va me durer les 2 semaines des vacances. Peut-être, auquel cas vous aurez un bon contenu, peut-être en 2 parties d'ailleurs. Et si ça fait un tout petit vlog, et ben vous aurez un tout petit vlog. Voilà, ce sera comme ça. J'espère que vous allez bien, que vous faites de belles lectures, que vous lisez peut-être des romans de Noël, ou peut-être du thriller de Noël, ou pas du tout, ou autre chose. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous lisez en cette fin d'année, parce que là, c'est un peu la fin quand il ne reste pas grand-chose. Eh bien, moi, je suis dans Meurtre et Pudding de Noël, qui est beau, que j'ai commencé hier, et j'ai déjà bouffé 129 pages. On est toujours bien avec Anna, Alec, Eden, c'est toujours bien, mais voilà, ce triangle amoureux, je commence à en avoir un peu marre, j'avoue, il y a des choses qui m'agace. Voilà, des choses qui m'agacent, on est d'accord. C'est quand même une saga doudou, c'est super doudou. J'ai grand plaisir à y retourner à chaque fois, mais je ne sais pas si je continuerai. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, il est très beau ce tome 11. Même là, il est tout en relief doré. Voilà, donc je le finis dimanche, je pense. Et après, je lis le tome 3 de Tante Dimity. Donc j'enchaîne. Verseau, cherche midi Verseau. Et il y a le Cristal du Champ qui sort en janvier aussi, que je devrais recevoir bientôt. Et là, je vois les 2 romans de l'iconoclaste de la rentrée littéraire de janvier que je vais essayer de lire aussi avant la fin de l'année. Je vois également La Régulation, qui est un roman SFFF. Je vois La Cité des Brumes oubliées que j'ai acheté à Montreuil, qui est un roman jeunesse, fantaisie, fantastique également. Et puis après, on passe à la palle de janvier, en sachant que en vacances, il n'est pas impossible que j'emmène des mangas, comme ça, par exemple celui-là, en sachant que je suis en voiture, donc je peux transporter ça sans problème. C'est un gros bébé, mais c'est pas un souci. Et puis aussi à l'audio, je vais finir ça. La Sœur du Soleil, il me reste pas grand-chose. Il me reste 2 heures, un peu plus de 2 heures d'écoute, je crois. Et puis voilà, on se dirige tout doucement vers la fin de l'année. Il y a des choses que j'avais mis en place sur mon planning de lecture qui vont dépendre du temps que je vais consacrer à la lecture pendant ces vacances, en sachant qu'il y a quelques jours où on n'a pas mon fils, donc on va pouvoir se reposer, se poser un petit peu, et puis moi lire le matin. Donc ça va dépendre de ça au niveau du temps de lecture. Soit je dégomme du manga, soit j'attends ma semaine de graphique. Je vais faire ça, je vais faire une petite semaine. Angie pourra peut-être pas y participer parce qu'elle a plein de choses à gérer, mais du 1er au 5 par exemple. Vu que le premier c'est un mercredi ou un jeudi je crois. 1er, 2, 3, 4, 5. Coucou, je sais compter sur mes doigts. Donc dimanche, samedi, vendredi, jeudi, mercredi. Donc mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3, samedi 4, dimanche 5. Ça va être du graphique. Peut-être juste 5 jours de graphique. Ou du 5 au 7. Du 1er au 7, je veux dire. Je vais voir, mais en tout cas, moi, je vais me faire une palle graphique pour ça. Et puis peut-être commencer un roman que à partir du 6. À voir. J'ai reçu ça aussi hier, je vous en ai parlé, 2,5 litres de Julien Joanneau, qui se passe durant la guerre et avec un homme qui est coincé dans un trou d'obus, je crois. Oui, il y a eu une grosse explosion et il est coincé dedans. Et il a 2 litres d'eau, 2,5 litres d'eau pour survivre, c'est tout. Et ça a l'air très haletant. Donc il est très court, il fait 100 pages, hein, 113 pages. Donc soit je le prends en vacances et je le lis en 1 heure et je pense que je vais vraiment aimer. Soit je me le garde pour début janvier, à voir, je ne sais pas. En tout cas, j'ai celui-là aussi. Et là, je voulais vous montrer, parce que je suis en train de finir de remplir mon tracker de lecture, du carnet de lecture de Séverine, voilà. D'ailleurs, elle va faire un 2025 bientôt. Je ne vais pas le prendre parce qu'il me reste tellement de fiches de lecture à compléter. Il y a 200 fiches de lecture et moi, je suis à peu près à 150 romans là, en sachant que j'ai pas mis les graphiques, puisque j'ai mon carnet de lecture graphique. Et là, j'ai rempli jusqu'à la lecture 97, La Cloche de détresse, que j'ai lue en août. Donc j'ai toutes les lectures de fin d'août, septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai tout ça à remplir. Je pense que je vais continuer après, en sachant que voilà, je vais arriver tout doucement au livre numéro 150. Et puis bah, je continuerai jusqu'au livre 200 et je reprendrai après mon ancien carnet de lecture qui était juste un carnet dans lequel je notais le titre, l'auteur, la date, le style et un petit résumé spoilant. Ce que j'ai fait là pendant toute une année avec ce carnet-là. Mais en fait, tous mes résumés spoilants sont sur mon téléphone, sur les notes Samsung. Et en fait, j'hésite même à les remettre sur papier. En fait, j'ai l'application Notion. Avant, j'avais Evernote, sauf que maintenant, il faut absolument s'abonner si vous voulez avoir plus de carnets de notes, donc j'ai pas envie. Donc j'ai Notion qui est gratuit, Notion. Et du coup, je mets plein de trucs là-dessus. Je mets mes plannings de lecture, mes achats prochains, et puis d'autres trucs du quotidien aussi, des trucs, des to-do list auxquels il faut que je pense. Quoi d'autre
les salons, les chroniques. Et j'ai envie de faire une note résumé spoiler en fait, que je garde, parce qu'après je peux le réouvrir sur internet, sur l'ordi je veux dire, et ça m'évite de noter 2 fois en fait. Je note une fois sur le téléphone et basta. Sinon si je note une deuxième fois, bah la preuve, je suis vachement à la bourre dans mes résumés spoiler. Donc il y a ça. Mais par contre le tracker, clairement, je vais le garder pour 2025, je vais l'imprimer et je pense que je vais le coller. Comment je vais faire? Si je vais le coller, je le refermerai parce qu'il est assez long et je voudrais garder ce format-là. Je vais le coller dans mon carnet de lecture à janvier, je pense. Je vais voir. Ouais, je vais peut-être faire ça. Et puis pareil pour la pâle aussi, je vais essayer de me faire un truc imprimé plutôt joli à coller dans le carnet de lecture. Et là, je suis déjà là, dans mon carnet de lecture. Je l'ai commencé il y a 2 ans, je crois. Septembre 2023. Ouais, il y a 1 an, un peu plus d'1 an. Et vous voyez, j'ai déjà rempli tout ça. Donc, plein de stickers aussi. Et puis là, je suis arrivée là et j'ai fait mon top 2024 et j'ai fait Welcome 2025. Alors, je n'ai pas le talent de certaines pour les carnets de lecture, hein, vraiment pas. Je pense à Ludivine qui a un carnet de lecture magnifique. Lecture du chapitre, allez la voir, franchement, elle fait des réels avec ses carnets de lecture, ils sont trop beaux. Mais moi, j'ai pas du tout ça, donc je fais le plus simplement du monde, avec juste un tout petit peu de couleur et des petits stickers jolis. Mon petit planning là où je note lu, photo prise, chronique et puis la note. Là, je mets le livre audio. Et puis à chaque fois, à la fin du mois, selon la place qui reste, je mets des petits stickers. Voilà. Et là, c'est les livres lus, ils sont en violet. Les pas lus, ils sont pas en violet. Et voilà. Voilà pour mon carnet de lecture. Et donc, mon tracker, je vais vous montrer ça. Donc pour l'année prochaine, je ne vais pas prendre la même légende. Je vais peut-être faire entre 1 et 50, entre 50 et 100, entre 100 et 200, 200, 300, etc. Parce qu'en fait, après 300 pages, il n'y a pas. Alors que moi, il y a des jours, il y a pas mal de jours où j'ai lu plus de 300 pages. Parce qu'entre l'audio et le papier, des fois, je dépasse 300 pages. Donc vous voyez, c'est quand même hyper coloré. J'adore, j'aime trop. Les plus gros jours, c'est vert, bleu, violet. Pour moi, pas, même 100, 150 pages, c'est pas mal. Mais les plus gros jours, c'est ces trois-là. Violet, bleu et vert. Et violet, bleu, vert, il y en a pas mal, surtout du violet. Hein. Il y a beaucoup de rouge aussi. Hein. Donc concrètement, je suis assez contente de ce tracker. Je vais vraiment le reprendre. Merci beaucoup Séverine de l'avoir fait. Je ne sais pas si les autres années il y avait. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, vous voyez, les fiches de lecture se présentent comme ça. Alors, je ne voudrais pas spoiler trop. Oh, parce que c'est des résumés spoilants que je mets. Mais voilà, il y a ça. Auteur, édition, débutez-le, finis-le. Alors moi, genre, donc moi je vais garder juste le titre. Auteur, date, peut-être de début par exemple. Édition, je sais pas, genre je sais pas, nombre de pages, non. Et ça, je vais pas le garder, hein, e-book, papier, tout ça. Et puis je vais faire mon résumé spoilant. Et puis un avis après par rapport à ça. Donc voilà, j'ai pas repris ça parce qu'il y avait le top 3 du mois, la wishlist du mois, la palle du mois. Avec tous les livres. J'avais fait ça en début d'année, parce que coucou, j'avais le temps. Et puis après, j'ai plus eu le temps du tout. Voilà, j'ai même fait des petites couleurs et tout. Mais la palle du mois, que j'avais coché au fur et à mesure. Le top 3. Voilà, la palle du mois, très très grande palle. Là. Le top. Et puis après, il n'y a plus rien. À partir de juin, je suis plus là. Voilà. Donc voilà, je vous laisse là. Je vais lire un petit peu. Ah non, je vais écrire mes résumés spoilants. C'est ça que je vais faire. Je vais écrire mes résumés spoilants. Et donc je vous retrouve un peu plus tard pendant ce vlog. On est dimanche matin et je vais vous montrer quelque chose. Tada! Il est beau, hein? Je suis trop contente. Voilà, j'ai fait ça. Un beau petit tableau. Une belle petite légende sur le modèle de Séverine. Et trop bien, parce que comme ça, j'ai mis la fin d'année 2024. Là, mon tâche de page. Mes coups de foudre. Welcome 2025. Première page. Bim, Reading Tracker. Là, je vais mettre ma palle. Parce qu'en début de carnet, j'avais ça. Depuis le 1er septembre, les achats cadeaux, les SP, donc j'avais toute ma palle. Là, j'avais un réaménagement de palle après l'été. Et en fait, j'ai oublié décembre. Et du coup, je vais les mettre... je vais les mettre là. Comme ça. Et je vais mettre mon petit signet. Hop là. Ici. Comme ça. J'ai mon Reading Tracker et ma palle. Et ensuite... Hop. Hop, janvier. Trop bien. Je suis trop contente.
J'ai vraiment de la chance d'avoir certains abonnés, de vous avoir déjà de base. Et il y a des abonnés qui sont complètement fous. Caroline m'a envoyé un petit paquet. Caroline, j'étais dans mon bureau ce matin. Le facteur a sonné à 8h. Je fais qu'est-ce qui se passe? On est samedi. Et je reçois ton colis. Et oh my god. Alors déjà, elle m'a mis du chocolat. Des beaux chocolats pralinés. Trop bien. Du thé, évidemment. Un petit marque-page de Brive, où je n'ai pas pu assister. C'est très très gentil. Et puis, il y a un bouquin. Il y a Le Cercle de Bernard Minier. C'est trop bien parce que c'est le tome 2. J'ai lu Glacé et là, Le Cercle, c'est le tome 2. C'est parfait. Et il était emballé là-dedans. Je pense que c'est au crochet. Et c'est juste magnifique en fait. Donc voilà, je vais pouvoir mettre mes bouquins comme ça. Oh, j'ai peur de l'abîmer. Mais ça rentre nickel. Elle est trop trop belle quoi. Mais merci. Merci 1000 fois Caroline. C'est un truc de fou. Voilà. Donc je vais pouvoir mettre mes petits bouquins comme ça. Merci Caroline. C'est trop adorable. C'est vraiment beaucoup trop adorable quoi. Donc merci beaucoup. Je suis trop contente. Voilà. Bah, je vais l'emmener en vacances, la pochette. Alors Bernard Minier, Le Cercle, je vais pas le lire tout de suite. Mais merci infiniment. En tout cas, la pochette, je l'emmène en vacances, ça c'est clair. Je vais mettre des poches dedans. Un manga. Oh, je peux mettre un manga dedans. Oh ouais. Est-ce que ma liseuse, elle rentre? Oui, elle rentre évidemment. Elle rentre trop même. Trop de place. Oh là là, c'est trop gentil. C'est trop gentil, c'est trop adorable. Merci infiniment, Caroline. Merci à tous d'être là, parce que vraiment, j'ai beaucoup de chance et je suis très reconnaissante, je suis très contente. Donc merci beaucoup. Voilà, je retourne à mon meurtre et pooling de Noël. J'ai avancé, hein, là j'ai passé la moitié. Je suis page 219 jusqu'à 350 je crois. C'est ça, 349. Après c'est plein de recettes. Et comme c'est un tome de Noël, il y a plein de recettes de Noël quoi. C'est juste un truc de fou. Donc il y en a plein. Et ça va jusqu'à la page 340. Donc on a la sauce cocktail aux crevettes, la soupe de Noël à la courge, la gelée à l'ananas et à la canneberge, la salade carillon de Noël, le rôti de porc endiamanté, pommes de terre à la scandinave, sauce aux érelles, scone à la canneberge, petite barque de petits pois. Voilà, il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup là. Ce tome-ci, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Il y a 28 recettes. Il y en a presque une à chaque chapitre en fait. Donc ça va très vite. Et non, je suis au chapitre 18. Pourquoi j'ai décalé? Voilà. 235. Il me reste 100 pages. Nickel. Je pense qu'il sera fini demain. Comme ça, je suis même pas obligée de l'emmener en vacances. Je pense que je vais prendre des mangas. Je prends Dimitri, je prends l'Iconoclaste et des mangas. Voilà. Et peut-être le Julien. Je vais voir. Le 24 décembre, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle fin d'année. Moi je lis bien et c'est chouette. J'ai lu un livre qui n'était pas prévu et qui était très beau. C'est Maginot, les rescapés. L'épopée des annexés lorrains de Laurent Kessler, les Alsaciennes, Kessler peut-être, qui est l'histoire d'une équipe de foot mosellane qui a existé et qui est ici romancée par l'auteur pour nous montrer un petit peu un autre point de vue de la Seconde Guerre mondiale. C'était très beau, c'est une très belle histoire, c'est assez touchant et la fin est très belle. Je m'attendais pas à cette histoire-là et ça parle en fait en 1939, la guerre et tire sa toile macabre. L'imminence des frappes allemandes propage une onde d'urgence sur les populations de la zone rouge limitrophe à la ligne Maginot. Les évacuations s'organisent, avec en toile de fond le spectre de l'exode. Ce cortège de désespoir et de tragédie va paradoxalement être le terreau d'une improbable épopée. L'avènement footballistique d'une équipe d'exilés lorrains dont les exploits vont retentir bien au-delà de leur terre d'accueil de Vienne. Victor Janson, son charismatique capitaine, est également l'instituteur des enfants exilés. Il va dès lors nous livrer le récit d'une aventure collective fascinante, tout en nous dressant le tableau des réalités d'une population marquée au fer rouge, du déracinement et de l'annexion de son territoire par le Troisième Reich. Les victoires alliées font enfin souffler un vent d'espoir et de liberté, quand la destinée le confronte à une ultime épreuve. Voilà, c'est un très beau livre. Ça parle de foot, alors ça m'a pas parlé au niveau foot, bien sûr, mais toute l'histoire et le rapport avec
Cette région annexée par l'Allemagne, malheureusement, pendant les deux guerres mondiales, et même avant, finalement, puisque l'Alsace était allemande, et ben, m'a beaucoup touchée. C'était très beau, très très bien, et je vous conseille vraiment ce récit parce que ça change. C'est un autre point de vue sur la Seconde Guerre mondiale, et c'est très original. C'est assez gros, mais en fait, ça se lit tout seul, c'est romancé, et la fin vraiment est super belle. Donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, Maginot. Et j'ai commencé ensuite. Ah oui, j'ai fini Meurtre et Pudding de Noël. La fin donne envie de lire la suite, bien sûr. Mais je sais pas si je vais lire la suite. Voilà, j'en ai lu 11. C'était bien, c'était de tout comme d'hab, mais voilà, je sais pas ce qu'il en est pour la suite. Donc on verra. Et je me suis un peu jetée sur le tome 3 de Tante Dimitri, donc là j'ai passé bien la moitié. Je vais essayer de le finir demain, peut-être, je pense. Et voilà, on est avec Dimitri, avec un chantier particulièrement complexe à gérer parce qu'il y a eu des disparitions au presbytère, des vols au presbytère. Et Tante Dimitri va enquêter, toujours avec Reginald, et puis d'autres personnages avec son mari, tout ça. Donc voilà, c'est toujours sympa. J'ai mis 2 petits post-it pour le déroulement de l'histoire pour m'en rappeler parce que j'arrive pas bien à me concentrer tout le temps, donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est assez plaisant, c'est doudou. Vraiment, les couvertures mais sont magnifiques, juste superbes. Donc voilà, c'est chouette. Je vous parle pas trop de l'histoire parce que je vais vous spoiler en fait, c'est un tome 3. Mais voilà, donc là je suis dans cette lecture-là. Et sinon, je le mettrai là à l'audio, j'ai fini La Serre du Soleil, ça y est. Alors, il fait 940 pages. J'ai quand même mis presque 500 pages à rentrer dedans, à m'attacher. Alors à Electra, vraiment à la toute fin, et à Cécilie au bout de 500 pages. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé la partie dans le passé, et les 300 dernières pages sont passionnantes, vraiment génial, génial. Mais comme j'ai mis du temps à rentrer dedans, bah j'ai pas, c'est pas un coup de cœur du tout. C'est une bonne lecture, voilà, mais pour l'instant c'est le tome que j'aime le moins. Alors c'est paradoxal parce que j'ai vraiment vraiment adoré la fin, plus que d'autres tomes, mais j'ai quand même mis 400 pages à rentrer dedans, quoi, donc c'est un petit peu dommage. Donc j'ai fini, ça y est, et à la fin, on parle de la 7e sœur. J'ai très envie de lire la sœur disparue. Et là, j'ai commencé en audio le Hobbit de Tolkien. Tolkien. J'ai entendu Tolkien en fait chez Les Mots de l'Imaginaire, donc j'ai envie de dire Tolkien maintenant. Il faudrait que je l'entende à l'audio en anglais pour savoir un petit peu comment on prononce ça. Alors je connais rapidement l'histoire, j'avais vu le premier volet au cinéma, et je me demande toujours comment est-ce qu'on a pu faire 3 films avec un livre de 300 pages. Encore Le Seigneur des Anneaux, il y a un tome par film, ok. Mais là, je vous avoue que je comprends pas bien. Donc, je me rappelle plus bien du film, je sais juste qu'il y a beaucoup de nains et beaucoup de personnages. Donc, je vais voir, je l'écoute à l'audio, je prends pas de notes. Il y a beaucoup de noms de nains. Et le but n'est pas de les connaître par cœur ni de les noter, c'est vraiment de me laisser complètement porter par cette histoire-là. Je suis très contente parce que c'est Michael Brando qui m'a dit que ça allait beaucoup me plaire parce que c'était un peu esprit mémoire de la forêt. Esprit. Hein. Donc, j'ai hâte. Et le début est très mignon, très, très marrant, très. Hobbit, quoi. C'est dans un trou vivait un hobbit, mais attention, un trou confortable, hein, attention. Donc il crée vraiment tout un imaginaire, c'est très très fort, j'aime beaucoup. Et ça me donne envie de lire les 2 autres que j'ai reçus de Pocket, qui sont Le Chant de Gondolin, je crois, et je vais me planter, Belém et Luten, enfin un truc comme ça. Voilà. Donc je vais sûrement les lire en 2025, ça fait partie de mes objectifs lecture, de lire plus de SFFF. Et ces 2 livres-là en font partie, ils sont vraiment courts, donc ça se lit très facilement, je pense. Désolée pour le mouvement, mais j'ai un peu mal au bras. Donc voilà, je m'arrêtais là. Et puis je retourne à mes lectures, je vous reprends un petit peu plus tard. Nous sommes le 25 décembre et j'ai terminé le tome 3 de Tante Dimitri, qui était une petite lecture très mignonne où Tante Dimitri, où Laurie va mener l'enquête pour retrouver des documents qui ont été volés au presbytère en lien avec la fête du village, la fête des moissons, et le village qui veut se parer de belles couleurs et de belles animations. Voilà, c'était assez mignon. Voilà, j'ai bien aimé. C'est pas mon préféré. Mon premier préféré, c'est vraiment le tome 1, je crois. Et même si celui-là est assez sympa à lire, je l'ai trouvé un tout petit peu long. Voilà. Donc, après, j'ai bien aimé, c'était cool. Hein, mais voilà. Et j'enchaîne avec le nouveau Laura Poggioli, Époque, qui nous parle des réseaux sociaux. Dans un service d'addictologie, Lara accompagne l'équipe qui soigne des adolescents drogués aux écrans. Donc je veux pas en savoir plus, mais ça a l'air très très actuel et très intéressant. Il fait 200... comme d'hab, hein, 250 pages. Donc il sera lu aujourd'hui et demain, je pense. Et après, j'ai plus rien. J'ai un manga, mais après j'ai pu. On rentre vendredi, donc je vais voir si je lis le Hobbit. Enfin, si j'avance le Hobbit en audio.
Et j'ai rien d'autre ici. J'ai ma liseuse. Ah, j'ai ma liseuse. On peut peut-être trouver le Hobbit sur liseuse. Peut-être faire ça. Voilà, en tout cas, je vais dévorer celui-là. Nous sommes, on est samedi matin, samedi 28. Et je suis rentrée chez moi. J'ai plein de choses à vous raconter parce que j'avais pas mal de choses dans la bibliothèque, dans la boîte aux lettres bibliothèque. Alors déjà, j'ai fini Époque de Laura Poggioli et c'est un coup de cœur. Ça parle de l'addiction aux réseaux sociaux, de l'addiction à son téléphone. Laura Poggioli est allée dans un centre, comment on pourrait dire ça, de détox pour jeunes en difficulté et addicts complètement aux réseaux sociaux et aux écrans. Elle a été dans ce centre-là et du coup, elle s'est servie, bien sûr, les noms sont remplacés, mais elle s'est servie de cette expérience-là et des gens qu'elle a pu rencontrer pour écrire ce roman. C'est hyper flippant et ça nous fait vraiment réfléchir sur nos temps d'écran et l'utilisation qu'on a des réseaux, du téléphone, la connexion qu'on peut avoir et la société trop connectée. Et à côté de ça, Lara, personnage principal, donc, qui va dans ce centre-là, a une histoire. Elle a été victime d'une proie d'un homme qui était une... Enfin, non, elle était une proie, pardon. La proie d'un homme pendant de nombreuses années et ça l'a un peu bouffée. Et donc on suit un petit peu ces deux histoires qui s'entremêlent. C'était très très intéressant. C'est vraiment, ça fait réfléchir. Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et d'ailleurs, depuis avant-hier, je me suis mis à minuteur sur Instagram en me disant je me limite à 1 heure par jour sur Instagram. Et ben ça va très vite, ça va très très vite. Pourtant, sur Instagram, je regarde les stories, je regarde les posts, je réponds aux messages privés, j'envoie des messages privés. J'ai beaucoup de temps sur les messages privés en fait. Beaucoup sur les stories aussi. Je réponds aux stories, je réponds aux gens qui me répondent en story. Enfin voilà, je poste, j'écris mes chroniques, tout ça. Et encore, je ne les écris pas sur l'application. Je les écris sur Note ou alors sur Notion pour après faire copier-coller avec ma photo, tout ça. Donc en fait, je suis pas non plus une scrolleuse infinie pendant des heures. Parce que j'avais déjà limité mes abonnés, enfin limité le nombre d'abonnements que je suivais, de personnes que je suivais. Je crois que j'en suis 300 et quelques, parce que plus, je ne verrai pas tout et ça m'énerve en fait. Donc j'ai pas besoin d'en avoir trop. Parfois, quand je regardais les stories des autres, je clique en fait sur les messages privés des gens qui me répondent, que je ne suis pas forcément, mais avec lesquels je discute, et je peux voir leurs stories, je peux voir leurs posts. Je préfère ça et contrôler ça plutôt que de laisser aux algorithmes le soin de me choisir les posts. Ça j'aime pas. Donc je préfère aller moi-même chez les gens, regarder les stories, parce que le fil d'actualité, bon, j'en suis pas des masses, mais je vais dans suivi déjà, je vais pas juste sur la page d'accueil parce qu'il y a plein de pubs. Et dans suivi, j'ai pas les pubs. Donc du coup, bah, je préfère ça. Donc j'ai quand même un contrôle d'Instagram, ça va. Pour les autres réseaux, bah, j'en ai pas. Alors WhatsApp, si, mais ça me sert de messagerie, donc je discute avec des copines dessus. J'ai un groupe pour le boulot, j'ai des trucs comme ça. Et sinon, bah, ça va être YouTube. Et j'y passe pas énormément de temps sur YouTube, en fait, j'ai pas trop le temps. Parce que là, vu que c'est les vacances, voilà. Et puis je vais regarder YouTube Studio pour les commentaires des gens sur mes vidéos, pour y répondre. Et puis voilà, en fait. Mais c'est vrai que c'est Instagram qui me bouffe beaucoup de temps. Et encore, je me dis, il y a des gens qui sont sur TikTok, sur Facebook. J'ai pas Facebook, moi, sur mon téléphone, j'ai pas l'application, je l'ai désinstallée. Mon compte Facebook, j'y vais jamais. Ça fait des années que j'y vais plus. J'ai hésité à le fermer. Puis bon, il est là, il n'y a rien dessus, enfin presque rien, donc voilà. Mais je me rends compte qu'on passe beaucoup de temps. Et j'ai mis pas mal de post-it, parce qu'il y a vraiment des passages qui sont hyper forts. Je crois le premier passage... Ah ouais, ça m'a révoltée. Une petite en CP qui a un iPad en fait pour manger. En fait, voilà, les parents qui lui donnent l'iPad pour manger. On voit ça tout le temps, je vois ça tout le temps dans les restaurants, des gamins qui sont sur le téléphone des parents, pour que les parents aient la paix, mais les parents ne se parlent même pas en fait. Des gamins qui sont en poussette, qui ont 1 an et demi, qui sont sur le téléphone des parents. Bref, ça me dépasse complètement. Après, voilà, on est humain, on juge, hein, mais c'est vrai que moi, personnellement, ça me choque.
Et ça m'inquiète pour les générations futures, notamment celle que j'élève, hein, qui a 5 ans. Donc voilà, et la génération, mon fils, hein, c'est pas la génération que j'élève, mais... donc voilà, c'est passionnant. Il sort le 20, 27. Il sort bientôt, en janvier. Et je vous en reparlerai, je ferai ma chronique un peu plus détaillée, si vous voulez, sur Instagram, mais vraiment, coup de cœur. C'est pas un coup de foudre, c'est un coup de cœur. C'est déjà énorme. Et je suis trop contente. Très très contente. Je me doutais, en lisant un tout petit bout du résumé, je me suis dit, ça va me paraître. Ça me fait un tout petit peu penser aux Enfants sur Roi de Delphine de Vigan. Sur le principe, en fait. Voilà, très 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 bon. En rentrant, j'ai lu le tome 2 de Enfer et contre toutes, qui est trop bien. Il est très très bien. Il est sur la maternité et sur le fait de s'oublier quand on est mère et de ne s'occuper que de son enfant. Et ça peut parler à des mamans, voilà, je connais tout à fait cette situation. Et j'ai beaucoup aimé ce tome. Le tome 3 et dernier tome sort fin février, je crois, j'ai vu. Donc ça va, j'ai le temps de voir venir. En tout cas, je suis à jour. Je vous le recommande si vous cherchez un manga sur 3 femmes qui vivent ensemble, 3 femmes célibataires qui se posent des questions sur la vie, sur le rapport à la société, sur le fait qu'elles soient célibataires alors qu'elles ont, je sais pas quel âge, c'est écrit dans le tome 1, 30, 25, etc. Et qu'elles sont un peu en dehors de cette société japonaise qui veut les marier à tout prix, qui veut qu'elles soient mères à tout prix. Et bien elles se posent des questions et vraiment c'est très intéressant. Donc j'aime beaucoup cette saga, cette série. En audio donc, le voilà, le vrai livre. Je suis à la page 124 au chapitre 6. Voilà. Et j'aime bien Bibou. Donc c'est un conte, j'ai regardé en fait, c'était quoi? La vidéo des mots de l'imaginaire, je ne sais plus son prénom, qui parle de Tolkien. Et je savais qu'elle avait fait une vidéo sur Tolkien. Tolkien, je crois que c'est Tolkien. Où elle explique un petit peu le lien entre les livres, tout ça. Et le Hobbit, donc elle dit que c'est un conte qui, à la base, ou alors c'est peut-être sur Arte que j'ai cherché, j'ai vu ça, je sais plus. Mais j'ai complété avec sa vidéo. C'est un conte qu'il a écrit pour ses enfants. En fait, c'est un peu comme les lettres au Père Noël. Il a écrit les lettres au Père Noël pour ses enfants. Je trouve ça fabuleux. Et ces lettres-là, j'ai hâte de les lire à mon fils parce qu'elles sont magnifiques. Elles sont illustrées en plus superbes. Et donc, le Hobbit est un conte. C'est le premier livre de Tolkien qui a été publié en 40, je sais pas combien. 37. Wow. 37, quoi. Le truc, il a 100 ans. Et pour du jeunesse, c'est hyper bien écrit, parce qu'on est dans les années 30, et bien sûr, le vocabulaire n'est pas le même, l'imaginaire n'est pas le même. Voilà, donc ça paraît pas être du jeunesse, hein, mais c'est un conte pour les enfants, à la base, pour ses enfants à lui. Donc ça se lit très facilement. Les chapitres, alors j'avais vu sur le compte de Links the Sun, Links Off, qui fait pas mal d'analyses de livres aussi, et j'aimais bien ce qu'il faisait. Il a expliqué en fait qu'il fallait le lire comme une résolution à chaque chapitre. À la fin de chaque chapitre, il se passe un truc dans chaque chapitre, et à la fin, c'est résolu. Soit Bilbo part, soit c'est résolu. Donc, il faut le penser comme ça. Il y a quand même un fil conducteur, bien sûr, parce qu'il faut aller chercher le dragon, il faut vaincre le dragon. Mais j'aime bien. Et puis à l'audio, c'est nickel, ça passe super bien. Donc j'adore, voilà, c'est très très chouette. Il est court, hein, il fait même pas 400 pages. Il y a de la carte de partout, je vais pouvoir regarder toutes les cartes, c'est trop bien ça. Il y a la contrée, il y a la carte de la contrée sauvage. Et au début aussi, il y a la carte... ah non, de Thor. Mais en fait, celui-là, c'est le premier qui se passe dans l'univers de la Terre du Milieu. Et apparemment, ça je l'ai vu sur le documentaire d'Arte, Tolkien était prof, je crois, de français ou de lettres à la fac, un truc comme ça. Et c'est peut-être écrit d'ailleurs. Oui, c'est écrit, le mec il a toute une page. Classique de la littérature de jeunesse. Et voilà. C'est ça qu'il a écrit en 1937, avant d'entamer la rédaction du Seigneur des Anneaux, de 54 en 55. Ah oui, le mec a mis presque 20 ans à écrire le Seigneur des Anneaux quand même. Donc, ces deux romans se déroulent dans le monde imaginé par Tolkien depuis les années 16-17, lorsqu'il entreprend la rédaction des Contes perdus. Donc ça, il faudrait peut-être que je lise les Contes perdus. Il élabore toute une mythologie autour des langues qu'il invente, mais il n'achèvera jamais son Silmarillion. Pareil, le Silmarillion, il faudrait que je le lise. Il n'explique pas. Donc apparemment, il corrigeait un paquet de copies, et il a trouvé une feuille blanche, et sur sa feuille blanche, il a écrit « Au fond d'un trou vivait un hobbit ». Voilà. Et c'est parti de ça. Donc, c'est incroyable le génie de ces mecs-là.
je pense à Tolkien, je pense, alors c'est bête, hein, mais je pense à John Williams sur la musique. Le mec est un génie. Je suis pas fan de Star Wars, mais quand tu écoutes la musique, mais tu te dis la vache, quoi. La richesse de ce truc, enfin bref. Voilà, il y a plein de génies comme ça, en littérature aussi, bien sûr. Là, j'ai pas de nom, mais il y en a plein. Et donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Et donc je suis curieuse de lire La chute de Gondolin et Beren et Luthien, voilà, que je vais lire en 2025. En tout cas, très contente de lire Le Hobbit. Voilà, pour ma lecture audio. Sinon, dans la boîte à lettres, j'ai reçu Où tu seras reine, le nouveau Cristal du Chant qui sort le... Vous êtes sur le communiqué de presse, en fait. Hein, donc, concrètement, ça ne fonctionne pas. Voilà. Hop. Le 17 janvier. Je suis au début. Je vais commencer tout de suite. Hier soir, elle était prévue. J'aime beaucoup la couverture. Elle est un peu grinçante. Cette jolie couronne de fleurs et cette tache de sang au milieu. Dans Tu seras reine, Où tu seras reine, Maud, 25 ans, entretient une relation fusionnelle avec sa mère. Quand sa psychiatre lui explique que ce lien l'empêche de s'épanouir, la jeune femme décide de prendre ses distances avec la figure maternelle. Là, j'en suis là. Jusqu'au jour où Maud découvre sur son répondeur un message paniqué de cette dernière, un message qui se conclut par « Je l'ai tué ». Maud se précipite dans la maison de son enfance, commence alors une chasse au trésor funèbre qui va l'amener pièce par pièce à exhumer d'inavouables secrets de famille. Voilà, ça a l'air complètement dingue, donc je suis trop contente. Les deux seuls que j'ai pas lu de Cristal du Chant, c'est l'Archipel. Non, c'est aux éditions l'Archipel, c'est L'île des souvenirs, qui n'est pas encore sorti en poche, je crois. Et son premier, qui parle de Cthulhu, un peu, qui est plus imaginaire, ce qui était auto-édité, que je lirai prochainement. Mais voilà, très très contente de lire ça. Ensuite, j'ai reçu des éditions Bruno Doucet. Ils m'ont proposé en fait, c'est des recueils de nouvelles. Je les avais vus à Montreuil. Ils ont des couvertures comme ça, de 2 couleurs, vous savez, voilà. C'est des recueils de nouvelles. Ils m'avaient proposé un autre recueil à la base dont le sujet ne tentait pas trop. Et du coup, ils m'ont proposé Marie Pavlenko. Ça s'appelle La Main-Rivière et c'est de la poésie. Donc, peut-être que je peux vous lire du coup le communiqué de presse. Il sort en janvier. Ah, il n'y a pas la date. Si, 19 janvier. Donc, c'est le premier recueil de poésie de Marie Pavlenko. C'est des textes qui prennent le parti de la nature. C'est une écriture simple, incisive et imagée pour défendre le vivant. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous lire? Eh bien, c'est des poésies sur la nature. Donc, ça doit être joli. Voilà. Dans tes yeux de montagne, je vois des pins crochets, des versants moutonneux, festonnés de cimes claires, des cascades effrontées qui dévalent les rochers. Dans tes yeux, je voyage loin. Sous un ciel renversant, je serre ta main rivière et j'écoute ton souffle couler sur la terre. Dans la terre. C'est bon? Voilà. Donc merci beaucoup aux éditions Bruno Doucet. Il est assez court et comme j'avais beaucoup aimé le recueil de Maya Angelou, je suis un peu plus sensible à la poésie. Donc voilà, il fait 113 pages. Et il sort le 19 janvier. Voilà. Sinon, j'ai reçu le 3e roman pour le prix historique 10-18, prix du roman, voilà, qui s'appelle Pas de littérature de Sébastien Rutès, il y a un accent sur le E. Avril 1950, Gringoire Santon, Gringoire, est traducteur pour la série noire. Parlant mal anglais, il confie en cachette le travail à son épouse et se contente de transporter le résultat dans un argot approximatif qu'il apprend dans des bistrots malfamés. Désiré de devenir lui-même écrivain, il se laisse entraîner par un drôle d'Américain dans une rocambolesque affaire de truands lettrés, de faux manuscrits et de vrais gangsters, sur fond de guerre culturelle Est-Ouest et de lutte entre les anciens et modernes pour la recomposition du milieu parisien. Ça a l'air cocasse. Voilà. Il est très court, hein, il fait 230 pages, et ben, je me suis programmé le courant janvier, je crois. Pas de littérature. Ça a l'air drôle. À mes amis traducteurs. Bon, il le dédie aux traducteurs, c'est bien. On a une citation de Victor Hugo et une citation de Georges Brassens. Voilà. Ensuite, j'ai reçu le nouveau Amélie Antoine de là-haut. Alors, je l'ai montré en story sur Instagram. Il y en a 2 qui m'ont dit « Oh, on dirait un livre de cuisine. » Ah bon? Alors moi, à aucun moment, j'ai pensé à un livre de cuisine. Mais voilà, j'aime beaucoup cette couverture. De là-haut, du coup. En dézoom comme ça. Il est très très beau, c'est chez le Muscadier et il sort le 16 janvier
en même temps, enfin il devait sortir en même temps que Julien Joanneau qui est repoussé, mais celui-là est le 16 janvier, il est programmé, début janvier pour moi. Il fait 386 pages et il parle de ça. Si ma mère avait pu choisir d'être quelqu'un d'autre, elle aurait choisi d'être Thomas Pesquet. Il n'y a que l'espace qui compte pour elle, les fusées, les étoiles, la vie en apesanteur. Moi dans tout ça, je n'ai pas vraiment eu ma place. Au fond, je crois que j'ai toujours su qu'elle s'éclipserait sans crier gare. Je pensais seulement qu'avant, on aurait le temps d'apprendre à se connaître. Je ne sais pas de quoi ça parle. Alors j'ai eu peur, je lui ai posé la question, je fuis les romans sur le deuil maternel, et je lui ai demandé si ça parlait de ça, parce qu'en lisant ça, je me suis dit, elle me dit non, s'il n'est pas question de deuil maternel, ok, bon, voilà alors. Donc j'ai hâte de le lire, je suis très curieuse, et en même temps, connaissant Amélie-Antoine, ça doit quand même nous faire partir un peu loin, en fait, donc j'attends de voir. Je sais même pas si c'est un thriller, en fait, ou si c'est un roman contemporain, si c'est... Je sais pas. Par contre, elle m'a dit c'est pas un feel good, voilà. Donc on va voir ça. En tout cas, je suis très très curieuse. Et j'ai reçu juste avant de partir un envoi Babelio parce que j'avais gagné à la masse critique. Et là, je suis trop contente. C'est une histoire dessinée de la danse. C'est totalement ma came, hein, on ne va pas se le cacher. Donc là, on a qui? Je sais pas si c'est du Gramme, non. On a Loïc Fuller. Non, peut-être Loïc Fuller. Peut-être Loïc Fuller. La mythologie, danse urbaine. Danse ancienne, mythologique, classique, contemporain, c'est peut-être Martha Graham. Ou Martha Grapla. Non, Cunningham, je sais pas, bref. En tout cas, voilà. Donc c'est une BD. Tu pourrais même nous dire que c'est un roman graphique, peut-être. Danse guerrière, macabre, moderne, urbaine, de la préhistoire au XXIe siècle, c'est toute la richesse de l'histoire de la danse qui est ici traduite par le dessin. Andrea et Camille traversent les époques pour faire l'expérience de leur corps, dans leur corps, de l'évolution du mouvement. Entre désir de raffinement du geste et soif de nouveauté et d'expression de soi, leur vision de la danse croise le développement des techniques et du regard porté sur cet art en Occident. On y rencontre aussi bien Marie Taglioni, Loïc Fuller, ah bah ça doit être Marie Taglioni, Loïc Fuller et Pina Bausch, que des figures moins connues de la mime romaine Galeria Copiola à Louis-Julien Clarchy, ancien esclave devenu danseur et chef d'orchestre sous Napoléon. Ça, je ne connais pas du tout cet homme-là. Donc, je suis très très curieuse. Merci beaucoup, Babelio. Je suis hyper curieuse. Donc, voilà, là, on est dans la mythologie. Effectivement, ça commence à la préhistoire. Hop. Et ça va... Qu'est-ce que je vois là? 18e, non, 17e. 18e, danse classique, ouais, Duncan, ok, le sacre, le pilar, ah oui, la kinésphère, ok, trop bien, trop bien, voilà. Je pense que c'est des gens qui sont connaisseurs de la danse. Thomas Gilbert et Laura Capel, il n'y a pas de... Ah si. Donc Laura Capel est chercheuse en danse, sociologue de l'art et journaliste. Professeure à la Sorbonne, elle a dirigé Nouvelle histoire de la danse en Occident. D'accord, ah oui, bah oui, je l'ai. Et créé des ballets au XXIe siècle. Ok, elle est critique de danse à Paris, ok, nickel. Et Thomas Gilbert est scénariste et dessinateur de bande dessinée. Ok, donc c'est dessinateur. Très bien, donc voilà, merci beaucoup, beaucoup Babelio et Seuil, parce que c'est chez Seuil, il est sorti déjà. Et je suis très très contente de lire une BD sur un domaine qui me parle et qui va m'enrichir aussi, parce que je ne connais pas tout sur l'histoire de la danse, évidemment, mais ça va me rafraîchir un petit peu la mémoire, donc ça c'est top. Voilà, je vais vous laisser avec mon petit matcha latte et mon bouquin, et je vous reprends un petit peu plus tard. Nous sommes dimanche après-midi, il fait pas beau, il fait froid, je suis un petit peu émue parce que il y a une nouvelle étoile qui a été nommée à l'Opéra de Paris. Quand il y a une nouvelle étoile, que ce soit homme ou femme, je suis toujours très émue parce que je sais le travail que c'est et du coup, même si je la connais pas du tout, je suis trop contente pour elle, donc c'est comme ça. Voilà, je suis un petit peu émue, voilà, c'est pas très grave. Aucune transition pour ça, qui n'a rien à voir. C'était un roman absolument terrible. Je l'ai fini, voilà, et c'est un coup de cœur. C'est un gros coup de cœur. Déjà, j'ai un coup de cœur pour La Plume de Cristal Duchamp. Là, elle franchit une étape, vraiment au niveau du style d'écriture, qui est d'une poésie folle, pour donner des mots et des émotions au lecteur qui sont d'une atrocité terrible. C'était magnifique. C'était horrible. Très contradictoire ce que je vous dis. Mais vraiment, c'était une lecture incroyable. Je l'ai lu en 2 jours. Hein. Je l'ai commencé hier.
En fait, je l'ai commencé souillé avant-hier. J'ai lu 20 pages avant-hier. Hier, j'ai lu 100 pages. Et aujourd'hui, j'ai lu presque les 200 restantes. Je ne l'ai pas vu venir. Je me suis posé plein de questions avec cette gamine Maud qui a 25 ans, qui est un peu sous l'emprise de sa mère, en fait, et qui doit se détacher de sa mère parce qu'elle a une relation beaucoup trop fusionnelle avec elle et que ça la bouffe. Et on va découvrir, on va creuser petit à petit pourquoi elle est comme ça. Qu'est-ce qu'elle a? On va comprendre ce qu'elle a. Et encore, c'est rien ce qu'elle a, finalement. Et il va y avoir un message laissé par sa mère. Elle va découvrir sa mère et elle va avoir l'opportunité de retourner dans la maison dans laquelle elle a vécu longtemps avec sa mère et redécouvrir cette maison que finalement elle ne connaissait peut-être pas. Alors je me suis posé beaucoup de questions sur la psychologie de Maud, sur la psychologie de la mère, sur le huis clos, sur le double emprisonnement de la fille dans la maison, dans les pensées de sa mère, dans ses propres pensées à elle. Ça part super loin. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Quand j'ai vu une révélation, j'ai envoyé un message à Benoît avec ma tête genre... Et ce n'est qu'après qu'une succession de révélations, de prises de tête, de waouh. C'était un truc de dingue. C'était vraiment un truc de dingue. Il sort pas tout de suite, hein. Il sort dans un peu plus de 15 jours. Hein. Mais, oh la vache. Voilà, c'est du très 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 bon Christelle Duchamp. Voilà, c'est mon dernier roman 2024. J'ai décidé d'arrêter là, on est dimanche. Il reste potentiellement lundi et mardi. Et ben je vais les passer à lire des graphiques. Voilà, je vais commencer. En fait, je vais faire une semaine... Ah, mais c'est ça que je vais faire. Je vais faire une semaine de graphiques à partir de demain jusqu'à dimanche. Comme ça, je finis 2024 et j'entame 2025 avec des graphiques. Et ça sera très bien. Je voudrais continuer le fleuve Shinano, je voudrais lire à l'école des lettres, lire l'histoire de la danse, et lire l'histoire de l'art au féminin, lire plein de trucs en graphique là. Donc je vais faire ça maintenant. Voilà, à partir de ce soir, je ne lis plus que des graphiques. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien et que vous passerez un bon réveillon. Nous, on a des potes à la maison. On va faire une bonne bouffe, ça va être cool. Et on va pas se coucher très tôt, je pense. Mais ne me couchant pas très tôt, ne me couchant pas très tard au quotidien, je pense que je me coucherai quand même pas très tard, même le 31. Bon, le premier, quoi, au matin, quoi. Pas trop tard non plus. Nous sommes mardi 31 décembre et nous sommes le dernier jour de l'année. C'est le moment où on met à plat tous les carnets de lecture, toutes les stats, enfin pour moi c'est comme ça. J'ai créé mon nouveau drive pour mes lectures de 2025, ça y est. J'avais fini mes romans. Je suis arrivée à 158 romans lus en 2024, c'est excellent. Je suis très contente. Si je n'avais lu moins, ce serait tout aussi bien. Et donc je suis dans Death Note, le tome 5 à l'intégrale. J'ai lu que ça hier et je vais essayer, j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Ça va être tendu. Un 31 décembre, vu tout ce qu'on a préparé. Donc voilà, sinon je ferai la transition 2024-2025, ce n'est pas grave du tout. J'ai préparé des petits papiers parce que en 2025, je me suis rajouté des livres que je veux lire absolument. Parce que soit ça fait des années que j'ai envie de les lire, soit ça fait longtemps qu'on m'en parle, soit je les ai dans ma palle. Non, en fait, je les ai pas dans ma palle. J'ai pas de... Si, bon, il y en a un, c'est même pas dans la palle. Non, ils sont pas dans ma palle, ils sont même pas dans ma wishlist, certains. Je suis le paradoxe, voilà. Si, il y en a dans ma palle, il y en a 2 dans ma bibliothèque, on va dire. Parce que voilà, j'ai envie de me dire une fois par mois, alors il y en a 10, donc pas tous les mois, par exemple en janvier, je vais pas en rajouter, d'une part parce que je suis en no-buy, et de 2 parce que mon planning de janvier est déjà bien blindé. Par contre, à partir de février, je vais me mettre tous les mois dans mon planning de lecture 3-4 jours pour un point d'interrogation que je piocherai chaque mois pour inclure une nouvelle lecture surprise. Alors je serai très contente parce que c'est des livres que je vais absolument lire et du coup je vais avoir une lecture en plus, donc c'est pour ça qu'il faudra que j'organise mon planning différemment parce que j'ai le prix 10-18, j'ai les lectures Nami et les lectures Nami je ne sais pas chaque mois combien je dois en lire, ça c'est compliqué, mais voilà, donc dans ces nouveaux challenge 2025, je veux lire La Tour Sombre numéro 4 et je le passerai en audio parce que La Tour Sombre à l'audio c'est nickel. Hop, je le mets dans une petite boîte à thé qu'on m'avait rapportée de Londres et qui est très belle et qui sent encore le thé noir, c'est formidable. Je veux lire Legend and Latte. Aurélia, c'est pour toi, il est là, il sera lu cette année, voilà. Je me le mets en défi lecture, je sais pas quand du coup, on verra.
Je veux continuer, et ça peut-être que je le passerai à l'audio aussi, le Paris des merveilles de Pierre Pével. J'avais écouté le tome 1 et je pense que je vais réécouter le tome 1. Et alors du coup je sais pas comment je ferai, ou alors je trouve un résumé spoil. Comme ça je fais direct le tome 2. Je pense que ça se trouve les résumés spoil, je vais voir ça sur le net. Et voilà, je veux lire les voleurs d'innocence depuis longtemps, depuis qu'il est sorti. Et du coup, donc ça implique que ces livres-là, il faut que je me les achète aussi. Par exemple, les voleurs d'innocence, ça sera en papier, donc je me l'achèterai. Donc pas janvier, puisque je suis en no-buy. Peut-être pas cet été non plus, parce que je ferai peut-être un no-buy cet été. Je veux lire La petite maison dans la prairie, tome 3, parce que j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, parce que c'est un classique de littérature jeunesse américaine, un peu comme Les enfants du chemin de fer. Et en lisant Les enfants du chemin de fer, je me suis rappelé que j'avais beaucoup aimé ces 2 premiers tomes. Histoire vraie. Hop, je veux lire Zéphyr, Alabama. Pareil, depuis le temps qu'on m'en parle, depuis le temps que je le vois passer, je veux absolument le lire, parce qu'on l'a comparé à du Stephen King. Donc, il ne m'en faut pas plus. Je veux lire Talisman de Stephen King, parce qu'il est là dans la bibliothèque. C'est le beau, gros bouquin que j'avais reçu il y a 2 mois, de la part de Albin Michel. Et je suis trop contente, il faut absolument que je le lise. Et celui-là, peut-être que je le prendrai aussi sur ma liseuse, parce qu'il est quand même intransportable dans le métro. Donc, à voir, mais je veux le lire, absolument. Ça sera... soit La Tour Sombre, soit Talisman, ça sera le premier qui tombe. Mais en tout cas, je vais voir. Ça se mélange quand même. Hein. Je veux lire le tome 4 d'une enquête des Sœurs Brontë pour enfin finir cette saga Cosy Mystery que j'aime beaucoup. Et comme ça, je serai à jour au moins dans une saga Cosy Mystery. Donc voilà. Hop. Je veux lire un manga Lovecraft de Gu Tanabe. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 5. Et je sais qu'il y a soit le cauchemar d'Ismouth, soit le Molosse. Donc, soit l'un, soit l'autre, je verrai. Le cauchemar est dans 2 tomes. L'autre n'est qu'en 1 tome. Ah, peut-être en 3 tomes, le cauchemar. Je sais plus. Mais voilà, je vais en lire un parce que j'ai toujours plaisir. Et puis, vu que je veux lire plus de graphiques, c'est parfait. Et enfin, je veux lire Madeleine Ferrat de Zola parce que j'avais dit en 2024 que je voulais lire Thérèse Raquin et Madeleine Ferrat. Je n'ai lu que Thérèse Raquin, ce qui est top parce que ça a été un coup de foudre. Et là, je veux lire Madeleine Ferrat en 2025. Voilà. Je ferme ma petite boîte. Et donc, tous les mois, à partir de potentiellement février, je pioche et je lis un roman en plus. Voilà. Je vais retourner à Death Note et puis je vous retrouve l'année prochaine. Sauf si j'ai quelque chose dans la boîte, mais ça m'étonnerait aujourd'hui. J'attends rien. Donc voilà. J'ai mis ma palle. Ah oui, j'ai mis ma palle à jour. Donc ma palle prioritaire est à 18. Ma palle non prioritaire est à 17. Voilà. Donc je pars au 1er janvier avec 18 romans dans ma palle. Romans, hein, je ne mets pas les graphiques. J'ai pas mis l'essai Vivre avec les caméras. Mais je vais lire quand même. Je vais peut-être lire pour Mars Féminin d'ailleurs. Et puis voilà, j'ai des romans aussi dans la bibliothèque qui ne sont même pas entrés dans la palle parce que je ne vais pas le lire vraiment pas tout de suite, quoi. Mais voilà, je vais essayer vraiment de la meuf qui s'auto-convainc. Mais oui, je vais lire en 2025. Je veux baisser ma palle, je veux diminuer drastiquement ma palle, même si elle est toute petite pour certains. Moi, j'ai une palle et ça ne me va pas. Donc, je veux arrêter d'avoir une palle en sachant que je vais probablement recevoir des bouquins des copines là, bientôt. Donc, je vais faire quand même plus dans la palle en janvier alors que je suis en no-buy. Ça me manque pas d'être en no-buy parce que j'ai envie de rire, enfin si j'ai envie de plein de trucs, mais j'ai pas besoin de quelque chose là puisque tous les romans que j'ai dans ma palle pour janvier sont déjà là dans ma palle, a priori, je crois. Donc, ah oui, si, ah oui, il faut que je décale mon marque-page du coup. Et oui, il faut que je lise les Bouchères aussi, de l'Iconoclaste, que j'ai pas eu le temps de lire et que je n'aurai pas le temps de lire aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas, ça réserve de belles lectures pour 2025, j'ai trop hâte. Et voilà, donc je vous retrouve en 2025. Nous sommes le 1er janvier et je vous souhaite une très belle année 2025, remplie de belles choses, de belles surprises, de belles rencontres, de belles lectures, de plein de belles choses le plus possible, une bonne santé et puis peut-être des voyages, peut-être des surprises en vie professionnelle, dans votre vie personnelle, voilà. Que du positif, même si on sait que forcément une année c'est des hauts et des bas. Je vous souhaite le plus de hauts possible, voilà. On est le 1er, on n'a pas beaucoup dormi, je suis la seule réveillée pour l'instant. Et puis j'ai commencé à lire, alors j'ai fait la transition 2024-2025 avec... non, je l'ai fini hier soir, mais
Voilà, j'ai fini par un graphique et j'ai commencé ce matin par un autre graphique. Donc j'ai fini le tome 5, je suis très contente parce que la fin est... voilà. Donc je ne traînerai pas pour lire le tome 6, j'essaierai vraiment d'y venir. Mais en tout cas, je pense que je le finirai bientôt. Ils sont assez denses, hein. Il y a vraiment beaucoup de contenu dans les Death Note. Donc c'est pas un manga qui se lit en 1 heure, c'est vraiment on passe du temps dessus, quoi. Il y a des gens qui parlent chez moi, c'est relou. Mais bon, je vais pas les virer. Donc voilà, j'ai fini le tome 5, c'est très chouette, il ne m'en reste plus qu'un. Et en fait, c'est très drôle parce qu'il y a certains personnages qui apparaissent et ça me fait des flashs en disant mais oui, c'est vrai, il y a ça, parce que j'avais vu l'animé et le drama il y a quelques années, pas mal de temps maintenant, et j'avais zappé tout ça, quoi. Donc voilà, très contente de ça. Et donc j'ai commencé mon année ce matin avec un graphique qui est le tome 2 de À l'école des lettres. Et c'était génial, génialissime, c'était trop bien. C'était parfait. Voilà, j'ai mis 20 sur 20, c'est un coup de foudre, mais c'est juste le graphique parfait sur les classiques qui donnent envie de lire des classiques, sur les écrivains, les écrivaines, autrices et auteurs du 19e qui se font des blagues, qui sont dans des situations quotidiennes d'une vie scolaire, genre la cantine, l'élection des délégués, plein de trucs comme ça. C'est trop drôle, c'est génial. Le tome 1 était vraiment une énorme surprise et le tome 2 est totalement dans la même lignée. On découvre de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices, des femmes aussi que je ne connaissais pas. Et c'était génial. Je ne peux vraiment que vous recommander ces 2 tomes. C'est parfait, absolument parfait. Voilà. Voilà, je vous disais donc, À l'école des lettres, très bien, parfait, impeccable. J'ai enchaîné avec Histoire de l'art au féminin, que j'avais reçu il y a quelques mois. Et du coup, je commence là, je suis déjà à page 33, et ça va nous parler de toutes les femmes invisibilisées de l'histoire de l'art, donc plutôt des peintresses, des sculptrices peut-être. Là, je suis plutôt en peinture, et on a découvert une femme qui s'appelle Artemisia. Je vais vous dire le nom exact. Artemisia Gentileschi, qui est une peintre baroque. Et je lis un petit peu sa biographie, elle parle de Caravage, de son influence, elle est à Florence, et je me dis, Artemisia Arte. Alors je me dis, est-ce que Arte, c'est l'histoire d'Artemisia? Ça serait trop beau, en fait. Ça serait trop classe. Donc c'est pas impossible. Faut que je me renseigne, mais je trouve la coïncidence assez rigolote, en fait. Donc j'aime beaucoup. Et du coup, je vais me renseigner sur Arte parce que c'est vraiment... On est au XVIe siècle, on est à Florence. On est au XVIe siècle, on est à Florence. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même un gros rapprochement. Donc c'est super intéressant. Voilà, donc je suis là-dedans. Je vais le finir aujourd'hui, je pense. Comme ça, j'aurai lu 2 graphiques aujourd'hui. Et demain, soit je lis l'histoire dansée de la histoire dessinée de la danse, soit je commence le tome 1 de l'histoire de l'Amérique. J'ai les 2 tomes, c'est des grosses BD qui ont l'air magnifiques et qui m'intéressent beaucoup. Voilà, et puis on remet les compteurs à zéro. C'est le 1er janvier. Et j'adore remettre les compteurs à zéro, recommencer une nouvelle année. Mais tu te dis, toute l'année écoulée, et c'est fini. Et du coup, tu commences à un livre, alors que tu en as lu 160. C'est un peu comme, vous savez, dans Animal Crossing, quand il y avait un nouveau jeu sur Game Boy, sur DS, pas que sur Game Boy, sur DS, sur 3DS, sur la Wii, sur la Wii U, sur la Switch. À chaque fois, t'arrivais au bout du jeu, t'avais remboursé Tom Nook et t'avais plein de noisettes et t'étais super riche. Et t'achètes un nouveau jeu et tu dois recommencer tout du début. Et c'est un petit peu comme ça le 1er janvier pour moi. C'est un peu comme un nouvel Animal Crossing. On recommence du début, mais bon, c'est cool, c'est pour la bonne cause. Voilà, par contre, il y a un livre que j'ai pas fini. C'est celui-là qui me fait la transition 2024-2025, que je reprendrai quand je reprendrai la voiture, ça sera très bien. Voilà, un petit peu de lecture, un peu de petit-déj entre copains ce matin. Et puis glandouille, hein, c'était prêt. Peut-être une sieste même parce que là, j'ai pas assez dormi. Et puis voilà, et puis on va profiter. Comme l'année dernière, comme les années d'avant, ça va être cool. On est jeudi matin et je viens conclure ces 2 semaines de vlog, de vacances. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. Donc voilà, petit passage 2024-2025. Je ne vais pas changer grand chose au niveau des vlogs. Par contre, je garde des idées pour des futures petites vidéos pendant les vacances par exemple, notamment cet été. Pour sûr. Voilà, les tours en librairie, je sais que ça vous a bien plu et que vous en voulez d'autres, donc je vais essayer d'en faire d'autres. Mais sinon, les vlogs hebdomadaires ne changeront pas beaucoup. J'ai pas d'événements prévus prochainement.
Donc j'en ai assez peu en fait, j'en fais assez peu. Parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai une vie aussi, hein, que j'ai pas que ça. Donc voilà, c'est un peu normal. Il faut voir les priorités, c'est tout à fait logique. Et du coup, bah voilà, j'ai moins d'événements. Mais il n'en reste pas moins que je suis toujours à fond dans les auteurs, les rencontres, les salons aussi. Donc je vais essayer de voir cette année ce que je peux faire. Quai du Polar, ça va être compliqué, je pense, malheureusement. Parce que j'ai un truc au boulot, a priori le samedi, des Quais du Polar. Donc ça risque d'être vraiment super chaud. Et puis bah, après, il y a d'autres salons en Ile-de-France. Hein. Je ne sais pas trop ce que Saint-Maur-en-Poche va devenir. L'an dernier, ils avaient fait quoi? Je sais plus s'ils avaient fait un truc, je crois pas. Peut-être en librairie. Si, ils avaient fait des week-ends de rencontres en librairie. Donc à voir, je vais guetter un petit peu tout ça. Escargot Noir me tente bien au niveau pour y retourner, même si en finalité, c'est beaucoup de temps de voiture pour peu de temps sur place, parce que j'ai vu personne au niveau des copines sur place. J'ai vu des auteurs, je voulais les voir, j'en ai rencontré, c'est super. Donc je vais vraiment voir les programmes en fait cette année au niveau des auteurs. Et puis voilà, après au niveau des autres salons, il y en a beaucoup, donc je vais voir ce que je retiens. Et surtout, quand je vais en salon, bah, c'est pour voir les auteurs, donc pour acheter des livres ou les faire dédicacer. Donc si je les achète et que je veux diminuer ma palle, bon, il faudra trouver le bon ratio, hein. Je ne vais pas me priver d'acheter des livres, bien sûr, mais sauf en janvier là. Mais voilà, je voudrais essayer d'acheter consciemment des bouquins d'auteurs qui me tentent vraiment, ou alors de me dire, voilà, j'ai ces bouquins-là, je veux les faire dédicacer, et je les vois en salon et c'est super. Ou alors je peux aussi aller en salon sans acheter de livres. Ça, j'ai jamais fait. J'ai jamais été hyper gourmande en salon. Sauf il y a quelques années, ouais. Je me rappelle d'un Saint-Maur-en-Poche où je crois que j'avais acheté 14 livres, il me semble, un truc comme ça. Pour moi, c'était fou. Et du coup, là, j'en achète moins en salon. Le dernier salon que j'ai fait, Montreuil, j'en ai acheté 3. Et sinon, un salon polar, oui, effectivement, on a plus de tentations. Mais je suis globalement assez raisonnable. Et souvent, je les programme juste après. Donc ça me va. Voilà, sinon, niveau lecture, je suis à peu près à la moitié de l'histoire de l'art au féminin, que j'aime beaucoup. Alors, certains traits, certaines images sont très jolies. Je vais vous montrer. Certaines planches, tout ça sont très jolies, donc j'aime beaucoup. Mais parfois, les traits du visage me perturbent un peu. Alors voilà, c'est un style, hein, mais globalement, c'est hyper intéressant, c'est très très riche. Et j'ai décidé de mettre des post-it, parce qu'il n'y a pas que les romans que je vais post-iter, je pense, cette année. Et je regrette de ne pas l'avoir fait pour Death Note, par exemple, parce que c'est hyper dense, et j'aurais voulu mettre des post-it sur les événements importants de l'histoire. Je ne l'ai pas fait, c'est pas grave, mais voilà, je vais essayer de le faire là pour les graphiques. Et puis voilà, je vais finir ça maintenant. Et j'enchaîne. Oh, il est énorme. Avec ça. Voilà. Donc pareil, là, je vais peut-être mettre des post-it. Mais je sais que ça me donnait très envie de lire de la littérature américaine. C'est le piège, mais c'est cool. Je suis contente. Donc voilà. Puis je pense savoir un peu plus aussi sur certains auteurs que j'ai jamais vus. Donc ça va être cool aussi. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez passé un bon réveillon, une bonne transition 2024-2025. Je vous souhaite encore une fois le meilleur pour cette nouvelle année. Et moi, je vous retrouve dans un prochain vlog, et bien la semaine prochaine. À bientôt!